Bonsoir. Alors, je suis un historien des idées et des généalogies intellectuelles d'un monde qu'on définit désormais par l'adjectif moderne. Le 15 juillet 2016, j'étais à Naples. Le lendemain, je devais prendre l'avion pour Istanbul. J'avais erré toute la journée dans les rues désertes de Naples. C'est une ville somptueuse. En passant devant la chapelle de Raimondo di Sangro, je rêvais d'une scène imaginaire, Vico et Raimondo discutant des feuilles de papyrus carbonisées récemment découvertes à Herculanum, à la Villa dei Papiri. Raimondo essayant de les déchiffrer en utilisant du mercure. Savaient-ils tous les deux que c'étaient des fragments d'écrits épicuriens? Bref, après avoir flâné, je rentrais à mon hôtel situé sur une colline et j'avais le Vésuve en face de moi. Me revint à la mémoire la lettre dans laquelle Pline le jeune racontait la mort de son oncle, dit le vieux. J'imaginais les feux, la fumée, la peur des gens. Et à cet instant même, je reçus un coup de fil de mon frère qui habitait Ankara. Il me dit qu'il se passait des choses bizarres et que les avions de chasse volaient en rase-motte. Pour ceux qui connaissent les codes de l'armée turque, le message était évident. C'était soit un avertissement au gouvernement, soit carrément un coup d'État. J'allumai la télévision, me parvinrent des images en direct d'Istanbul. Les soldats avaient bloqué le pont sur le Bosphore, les avions bombardaient l'Assemblée nationale à Ankara. Je me souvenais du matin de 12 septembre 1980, troisième coup d'État, Ankara, 6 heures du matin. À chaque carrefour, un char d'assaut. Les jeeps circulaient jusque dans les plus petites rues avec des soldats armés de Kalachnikov. Le couvre-feu et la loi martiale furent déclarés dès l'annonce des généraux à 3 heures du matin et tous les leaders politiques furent mis en garde à vue à 5h30. Nous, les enfants, j'avais 11 ans, 12 ans, nous nous étions regroupés à l'intérieur de notre immeuble et les plus âgés commentaient la situation, prédisant la mort par pendaison des politiciens. En effet, ce n'était pas une éventualité inouïe. Le Premier ministre et 2 autres ministres furent pendus après le premier coup d'État de 1960. La mémoire était vive, et bien évidemment, le bilan de la junte de 1980 ne fut pas moins mémorable. 650 000 gardes à vue, 250 000 inculpations, 1500 condamnations à mort, dont 50 personnes exécutées. Et oui, la Turquie a un sol fertile pour les coups d'État. En 2002, après avoir défendu ma thèse de doctorat à l'École des hautes études sous la direction de François Hartog, mon ami de longue date, Aydınur, qui était devenu le président de l'université Bilgi, m'avait convaincu de rentrer à Istanbul en 2005, car c'était l'époque de l'espoir. À l'horizon, il y avait la candidature officielle à l'Union européenne. La Turquie était devenue candidat officiel en 2014. Le 27 septembre, c'était une fête nationale. Alors, le gouvernement d'Erdogan venait même d'éradiquer la peine de mort, qui était inouïe. La ville d'Istanbul bougeait et mes collègues organisaient, en 2005, la première conférence sur le génocide des Arméniens à l'université Bilgi. D'ailleurs, je me souviens, c'est cette possibilité de liberté qui m'avait convaincu à rentrer. Aydınur qui me disait qu'on allait créer d'autres scandales. Car le jour de l'inauguration de la conférence, le président de l'Assemblée nationale du parti AKP, du haut de son chair, nous traitait de traîtres qui poignardaient le peuple turc de son dos. 10 ans après, en 2015, avec mon collègue Bülent Bilmez, on a décidé d'organiser la conférence pour commémorer le centenaire du génocide. C'était le dernier grand moment de liberté académique. Il y avait 3000 personnes dans la salle à écouter les historiens venus du monde entier, des États-Unis en Italie. Les élections du 7 juin 2015, où AKP avait perdu la majorité au Parlement, vinrent secouer l'Erdogan. C'est alors que pour retrouver la majorité perdue, il souhaita se tourner vers les ultranationalistes en rallumant la guerre civile contre les Kurdes. On croyait qu'on allait faire la paix. En effet, PKK avait aussi préparé le terrain à des violences par une déclaration de guerre précipitée et, à mon avis, insensée le 11 juillet
tout de suite après les élections du 7 juin, où le parti pro-kurde HDP avait réussi une victoire historique en envoyant 80 députés au Parlement, le double des ultranationalistes. C'est là qu'Erdogan, agité par la peur de perdre le pouvoir, installa une guerre contre les Kurdes et une atmosphère étouffante, noire, qui gagna des secteurs qui semblaient intellectuellement armés pour y résister, les médias, l'université. Après un intervalle de 10 ans, en 2015, on avait retrouvé le même discours de haine qu'on avait entendu en 2005 de la bouche du président de l'Assemblée. Erdogan, cette fois-ci président de la République, déclarait ouvertement, encore une fois de traître, les académiciens qui avaient signé une pétition pour la paix. Le coup d'État a donné à Erdogan la possibilité de déclarer l'état d'exception et il purgea cruellement l'académie. Dans l'histoire de la République turque, il n'était pas le premier et ne sera, à mon avis, ni le dernier à combattre férocement l'université. Mais à l'heure actuelle, il semble avoir gagné. L'institution qui est en place en Turquie ne peut être nommée université. Elle ressemble à un squelette de baleine suspendu dans les halles des musées d'histoire naturelle. J'avais compris qu'il n'y avait plus de place. Ce que j'avais compris déjà en 1994, en venant à Paris pour faire ma thèse. Mais vous savez, comme dit Einstein, l'imbécile est celui qui fait la même chose en espérant d'autres résultats. Mais là, j'avais de la chance, contrairement à une bonne partie de mes collègues. J'avais la possibilité de revenir en France. Faire quoi? Je ne savais même pas trop. Il n'y avait pas pause à l'époque. François Hartog m'a généreusement encouragé de venir. J'ai démissionné de mon poste à Koç le 5 septembre. J'ai démissionné, sinon il était clair qu'il me mettait à la porte, car on faisait une investigation interne et son président est devenu l'actuel conseiller d'Erdogan pour l'enseignement supérieur. Alors en arrivant à Paris le 5, j'ai rencontré Liora Israel, qui préparait le rapport pour la création du programme. Pause n'existait même pas. Et 5 jours après, le 10 septembre, on a arrêté mon ami, mon très cher ami, journaliste, romancier, le grand romancier Ahmed Altan, il y a 3 ans. J'ai donc passé 3 ans grâce à la solidarité de l'École des hautes études, de l'IMERA de Marseille, du Collège de France, et pour cela je remercie Patrick Boucheron, mon ami, de l'Université de New York, et finalement je suis lauréat du programme à Nanterre grâce au soutien de Pascal Laborier. Mais la chance, vous savez, n'existe pas ou ne devrait pas exister dans les sciences humaines, ni dans la vie. Ce qu'on appelle chance, nous le savons depuis Bourdieu, est le signe d'une profonde injustice et inégalité des structures sociales de notre monde. J'ai honte d'avoir cette chance devant des centaines de collègues et d'amis qui ne l'ont pas eue. Par exemple, mon très cher ami Ahmed Altan, enfermé depuis 3 ans et condamné à vie, et qui vient de publier un récit émouvant chez Actes Sud, je ne reverrai plus le monde. Donc il faut mettre non pas une pause, mais à mon avis une fin à tout cela. Merci.